Ce Club Tête d'Or s'inscrit précisément dans cette mission, créer des passerelles, ouvrir des perspectives et nourrir le débat. D'ici 2050, près de 70% de la population mondiale vivra en ville. Ce chiffre rappelle une évidence, l'urbanisme ne peut plus se contenter de bâtir des murs. Il doit créer des lieux où l'on se sent chez soi, où l'on se reconnaît et où l'on vit ensemble. À Lyon, comme dans d'autres métropoles, cet enjeu est central. La ville se transforme, se densifie, se réinvente. Chaque quartier porte une histoire, des attentes et parfois des tensions. Et dans ce contexte, les notaires occupent une place particulière. Nous ne sommes pas uniquement les garants des actes et des titres de propriété, nous sommes aussi des médiateurs, des facilitateurs, capables d'articuler les idées avec les cadres juridiques nécessaires. Notre mission est de sécuriser et d'accompagner les projets qui donnent forme à la ville de demain. C'est dans cet esprit que nous avons aujourd'hui invité Olivia Cuir. Figure engagée du territoire lyonnais, elle travaille à la croisée du design, de l'aménagement et du mieux vivre. Elle est la fondatrice de Sensité, une démarche innovante qui propose de mesurer le quotient émotionnel de la ville, en complément des indicateurs d'urbanisme plus traditionnels. Son intuition est forte. Pour bien penser la ville, il faut aussi comprendre ce que les habitants y ressentent. Par ses outils, ses expérimentations, sa capacité à fédérer autour d'elle, Olivia porte un regard humaniste et exigeant sur la fabrique urbaine. Ce matin, nous avons donc l'occasion de mettre en dialogue l'émotion et le droit, deux registres différents mais finalement complémentaires. L'un inspire, l'autre structure. Olivia capte ce que la ville fait vivre. Nous cherchons à l'inscrire durablement et en sécurité. Ce Club Tête d'Or est ainsi le lieu idéal pour croiser nos approches. Olivia, merci d'être parmi nous et je vous laisse la parole. Merci Laetitia, et puis bonjour à vous toutes et tous. Ça me fait très plaisir d'être là ce matin. Je dois dire que ça m'a interpellée. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant que la Chambre des notaires fasse appel à moi. Ça m'a touchée, ça m'a fait réfléchir à la place aussi de ce travail, de notre travail, et de voir comment ça allait résonner. Donc j'espère que nous aurons aussi un échange entre nous, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi ce matin. Alors Sensité, je vais d'abord vous expliquer, parce que j'arrive, vous vous dites, mais comment cette communicante, parce que je suis quand même une communicante, hein, mon métier d'origine c'est la communication. Donc il faut que je vous explique un peu l'histoire. Alors vous voyez, il y a Thierry Roche, que vous connaissez certainement, qui est architecte urbaniste, qui nous va rejoindre dans l'aventure. Pour lui, c'était une évidence aussi, et donc on avance tous les deux sur ce projet. Alors, je ne suis pas lyonnaise d'origine. Moi, je suis née en Angleterre. J'ai passé mon enfance aux États-Unis, puis en Tunisie. Et j'ai débarqué à Lyon il y a 24 ans, au moment de la naissance de mon fils, mon aîné. Et je ne suis jamais repartie. Voilà, je suis jamais repartie parce que quand je suis arrivée à Lyon, je me suis tout de suite sentie bien. J'avais déménagé tous les 2 ans depuis ma naissance et je suis arrivée à Lyon et j'ai trouvé cet équilibre. Ce que je disais souvent à Gérard Collomb, parce que je pense que j'étais bonne ambassadrice de la démarche On lit Lyon. Je crois qu'il y a Frédéric Mérival qui est là d'ailleurs. Et j'essayais de réfléchir à pourquoi j'étais aussi bien et pourquoi j'avais autant envie de parler de Lyon et de faire ma part aussi pour faire rester les gens. C'est juste tout simplement parce que je me sentais bien. J'ai senti que cette ville avait tous les ingrédients pour mon épanouissement personnel, mais aussi professionnel. Et donc, tu peux peut-être passer juste la slide suivante, s'il te plaît, Lucie. Donc, j'arrive à Lyon, entre la relation à l'eau, par exemple, qui était très importante pour moi. J'ai très, très vite compris. Donc, j'ai étudié d'ailleurs cette confluence en disant, tiens, c'est intéressant. Il y a 7 confluences de ce type dans le monde. C'est très rare entre un fleuve et une rivière. Et je me suis dit que ça devait forcément avoir un rôle. Donc la communication, vous en avez parlé, j'ai créé une agence de communication parce que c'est mon métier. J'étais née pour faire ce métier. J'ai créé mon entreprise
Et donc, il y a bientôt 18 ans, une agence de communication à l'origine tournée autour de l'art de vivre, et puis progressivement, de l'art de vivre à l'art de ville. Voilà, parce que ma passion, c'était d'accompagner les acteurs de la fabrique de la ville. Donc, les accompagner sur des projets parfois longs, parfois complexes. Je pense notamment au projet du Grand Hôtel Dieu que j'ai accompagné pendant 10 ans, très en amont, avec une approche très sensible. Parce que, comme je pense que vous en souvenez, tout le monde était à peu près contre ce projet au début. On n'avait pas grand monde, on avait Gérard Collomb, qui travaillait pour Eiffage, et puis les gens me disaient « mais t'es folle, on voit que tu n'es pas lyonnaise », parce que nous, les autres agences disaient « on n'aurait jamais pris ce projet, quoi. » Forcément, un tiers des Lyonnais sont nés dans cet hôpital, on ne va jamais y arriver. Eh ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. On a eu une approche vraiment sensible, on a cartographié toutes les personnes qui étaient contre ce projet, la plupart, et on a été les voir, et on a travaillé avec eux, et on les a écoutés. Mais vraiment, une écoute très très active, de Monseigneur Barbarin au grand rabbin, au riverain, au maire d'arrondissement qui était vent debout contre le projet parce qu'il habitait juste à côté, mais aussi les associations de médecins et tout. Et en travaillant avec eux, on a réussi à les embarquer. Ce qui fait qu'au bout de 4 ans de travail, on a eu 0 recours sur le projet. 0 recours. Voilà. Et je me suis dit, tiens, cette méthodologie, qu'on appellerait aujourd'hui concertation, finalement, c'était du bon sens. D'écouter, de faire et de fédérer des personnes, des groupes, des organisations autour d'un projet. Donc ça, voilà, ça c'est mon métier. Et puis dans mon métier, j'ai découvert une entreprise qui s'appelle Fermob, que vous connaissez peut-être, avec cette petite chaise bistrot qu'on retrouve partout dans le monde. Et puis, voilà, c'est le plus gros client de l'agence, toujours. Un jour, Bernard Hébier, le président de cette entreprise, me dit « on va aller à New York, on va emmener des journalistes voir le pouvoir de cette chaise à New York ». Je dis « ok ». On emmène France 2, on emmène TF1, on emmène M6, on emmène Le Point, enfin, un truc de dingue. Et je connaissais bien New York, mais là, j'ai redécouvert New York avec un prisme complètement différent. En fait, cette petite chaise, elle est partout. Dès que la ville de New York veut réinventer un quartier, veut réhabiliter un quartier, elle fait appel à cette chaise française, ici, originaire de l'Ain. Ils installent des chaises, ils mettent à disposition, et puis et des tables. Voilà. Et on laisse les New-Yorkais se réapproprier des espaces publics. Et notamment dans un quartier que vous connaissez peut-être, Bryant Park, qui s'appelait même Needle Park, parce que c'était un endroit où il y avait énormément d'incivilité, mais aussi c'était le quartier de drogue des drogués de Manhattan. Et puis en faisant ça, ils ont juste eu l'idée de faire une pelouse. Donc ce sont tous les investisseurs autour, dans des grands immeubles autour, donc des propriétaires de ces immeubles qui ont dit bon, on va faire une pelouse, on va installer des tables et des chaises, et puis un peu une programmation quand même. Alors c'est marrant parce qu'ils ont choisi la programmation très française, des jeux d'échecs, des choses et tout. Et bien ce quartier, il a fait x4 en termes de valo, c'est absolument incroyable. Ça a apaisé complètement ce quartier, on est juste à côté de Times Square. Et ça a tellement bien marché, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui s'étaient mises sur d'autres rues, je crois que c'était à l'angle de la 5e, dans la 6e, se sont repris leur adresse de Bryant Park. Et donc, bref, ce travail-là a été après démultiplié dans New York, de Brooklyn, en passant par la High Line, Times Square, enfin bref, partout. Et donc, en rentrant dans l'avion, je dis à Bernard Hébier, je dis en fait, ta chaise, c'est plus qu'une chaise. C'est plus une chaise, c'est un objet social. C'est un médiateur social. À partir du moment où on met une chaise du mobilier urbain, mobile, c'est-à-dire que pas figé, mais on met à disposition du mobilier, les gens se posent, on crée un dialogue, 2 chaises en face, et ça apaise la ville. Incroyable. Donc il y avait quelque chose de très sensible. Donc on n'était plus forcément que dans l'usage, mais on allait vraiment toucher l'usager de manière complètement différente. Voilà. Et puis, ça m'a tellement emballé que j'ai proposé à Gérard Collomb, à l'époque, Nadine Jolas, qui était en charge des industries créatives. Il voulait absolument faire quelque chose sur du design, travailler avec Saint-Étienne. J'aurais dit, vous savez, Saint-Étienne fait très bien le boulot. En revanche, nous, à Lyon, ce qu'on peut mettre en avant, c'est le design urbain, c'est-à-dire la capacité du design à accompagner la transformation de nos villes.
c'est-à-dire vraiment d'avoir une approche, le design, c'est une approche pluridisciplinaire aussi, pour réinventer les quartiers. Et finalement, c'est ce qu'on faisait depuis des années. Je dis à Gérard Collomb, c'est déjà la capitale du design urbain depuis longtemps, mais vous ne le savez pas. Et donc, on a travaillé sur ce projet, 10 ans, une association qui a fait vraiment de grandes choses. On a produit, accompagné des projets pour le mieux vivre ensemble. Donc, c'est à la fois du mobilier, bien sûr, mais de la micro-architecture, des applications qu'on a testées lors de festivals, qu'on a mis à l'épreuve de l'usage. Et vous voyez des projets qui sont encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez ce récupérateur de mégots à la sortie de toutes les couleurs, de toutes les gares, des entreprises, ces mégots qui sont après recyclés. C'est un projet qui s'appelle Cyclope, qui est né lors d'un événement. Voilà, donc vous voyez comment on est passé du nouvel art de vivre au nouvel art de vivre en ville, autour du design urbain et donc de l'usage. Et puis il y a eu un point de rupture, la crise sanitaire évidemment. Alors moi j'étais une passionnée de villes et j'aime les villes justement pour leur singularité, leur personnalité, leur signature olfactive, leur signature sonore. Je vais régulièrement à New York parce qu'il se trouve que j'ai une petite fille à New York et je m'étonne à chaque fois je suis très à l'écoute de ces signatures-là et je pense que toutes les villes ont une signature sonore, donc quelque chose de très sensible. Et donc au moment de la crise sanitaire, j'avais 24 collaborateurs, la plupart en ville, et quelques collaboratrices à la campagne. Ces visios interminables, et je voyais, au début c'était compliqué pour celles qui étaient en ville. Et puis petit à petit, les semaines passant, je me suis rendu compte que certaines se réappropriaient leur quartier. C'était assez drôle. Le trottoir devenait le terrain de jeu. Même la rue devenait le terrain de jeu, parce que les enfants pouvaient jouer au foot pendant 1 heure et ça se faisait. Le petit libraire ouvrait la porte pour vendre quelques bouquins en catimini. On découvre la voisine qu'on ne connaissait pas, on discute avec elle sur un trottoir. Voilà. Et donc, il y avait petit à petit, je voyais bien qu'il y avait ce lien. Alors nous, on parlait, en nature, moi je parlais de mon jardin et je me disais c'est incroyable, c'est la première fois que j'observe ce printemps arriver, parce que j'ai mon bureau donné sur mon jardin. Donc je parlais de naturalité et je me dis tiens, il manque un mot pour parler de cette relation sensible, émotionnelle. Ce lien sensoriel avec son environnement. Et donc j'ai inventé un mot. Voilà. Je me suis dit, j'étais dans mon bureau, je me dis tiens, je vais l'inventer, il n'existe pas. Donc c'est sensité, donc c'est le sensa, les sentiments, le sens en latin, et la cité. Donc je parle de la sensité de la ville. Voilà comment cette idée est venue. Dans un premier temps, c'était c'était un livre blanc, quelques chroniques, après des tribunes. Puis je me suis rendu compte que la tribune, les échos reprenaient mes tribunes. Je me dis, tiens, ça a l'air de fonctionner pas mal. J'en parlais à des grands designers qui me disent, mais c'est très intéressant. Je commence à en parler à des élus qui me disent, c'est intéressant. Donc je me dis, on va aller un peu plus loin. Et pour aller un peu plus loin, il faut, comme on fait toujours, être dans le faire. Il fallait trouver un outil de pilotage, un outil pour aider les acteurs de la fabrique de la ville. Alors ça s'était jamais fait. Je me dis comment faire pour trouver, travailler sur un diagnostic sensible. Il y a plein de diagnostics, vous les connaissez bien, plein de diagnostics environnementaux, il y a plein de choses. Mais celui-ci n'existait pas. Et surtout, on n'a jamais, il me semble, on ne s'était jamais vraiment intéressé, c'est un peu curieux, à ce que les gens ressentent dans une ville. Ressentent, le ressenti. Nous sommes tous des êtres, on quitte vous parlez tout à l'heure, on quitte notre maison, notre appartement, on se rend à la crèche, on se rend à l'école, on se rend au bureau. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Et c'est une action extrêmement forte. Si on commence à le décrypter sur la journée que nous allons avoir, ça a vraiment un impact extrêmement fort. Mais comme ça n'a jamais été pris en compte, on n'avait pas ces données. Et on s'est dit, tiens, il faudrait un outil
pour essayer de décrypter ça et pour essayer de comprendre ce que les gens ressentent et quel est leur lien, vraiment, leur lien d'appropriation, leur lien, leur sentiment d'appartenance aussi à leur quartier. Et dans leur quartier, tel endroit, parce que c'est pas la même chose. On peut être très très bien dans un endroit spécifique, dans un lieu spécifique dans le quartier, mais pas forcément de l'autre côté de la rue. On verra que quand vous faites votre cheminement, vous verrez que vous choisissez plutôt un trottoir plutôt que l'autre. Mais pourquoi ? Parce que l'été, c'est peut-être à cause du soleil, un courant d'air, plein de choses. Il y a des gens qui vont passer à côté d'une boulangerie parce que ça sent bon le matin et que ça leur fait du bien. Mais c'est inconscient. C'est souvent très, très inconscient. Et donc on s'est dit, tiens, il faut décrypter ça. Il faut qu'on arrive à aller toucher vraiment ces émotions. Peut-être que tu peux passer. Alors, pour faire ça, oui, quand même, zadigacité. Ça, c'était aussi un point de rupture parce que j'ai eu la chance de réhabiliter l'ancienne capitainerie du port de Lyon, Port Rambaud. C'était un projet assez dingue pour moi. Je l'ai fait avec donc VNF, la Caisse des dépôts et puis un promoteur, Cardinal, Jean-Christophe Larose. On a travaillé sur ce projet et j'en ai fait vraiment... Port Rambaud, c'était vraiment ma maison. C'était un lieu qui reprenait... vraiment toutes mes valeurs, mon approche de la ville. Il se trouve que j'accompagnais beaucoup de clients dans la ville connectée. Donc j'avais le robot taxi Navia qui passait en bas, la lumière connectée. J'étais vraiment dans mon élément. Et puis effectivement, la crise sanitaire est passée par là. Et ce bâtiment qui était quand même très high-tech, avec une grosse domotique, tout d'un coup est devenu complètement has-been pour moi. C'était incroyable. Donc il était, en termes de neurosciences et tout, très agréable parce que c'était un lieu où je générais énormément de créativité. C'est un beau lieu où les gens se sentaient bien, les gens venaient travailler sur place, il se passait plein de choses incroyables, mais il nous manquait quelque chose. Et puis voilà, ça a été très compliqué parce que moi j'ai pas pu, ça vivait aux 2/3 sur l'événementiel, donc l'événementiel c'est complètement arrêté, donc il fallait bien que je fasse quelque chose. J'ai appelé des brokers, on l'a mis en loc, et puis voilà, je me suis retrouvée sans rien dans des espaces de coworking avec mes 24 collaborateurs. Essayer de trouver une solution. Et à ce moment-là, je retrouve Thierry Roche qui me dit, écoute, sur un projet incroyable qui devrait te plaire. Nous sommes en train de rénover un ancien bâtiment du marché-gare. C'est sur vraiment à la pointe, on est sur le futur champ. On est au cœur de ton discours sur réhabiliter, refaire la ville sur la ville. Ça va te plaire. J'arrive là-bas, il y avait 4 murs. J'arrive là-bas, je me suis sentie instantanément bien et je suis littéralement sortie du site. J'ai appelé ma collaboratrice en disant on va déménager dans 8 mois. Et donc on s'est installé dans ce lieu. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vous invite si vous souhaitez venir. Si vous voulez le visiter, venez me voir et on organise une visite. C'est un bâtiment classé, qui est pas classé, mais qui pourrait être classé. Un bâtiment qui est labellisé 4C2, donc qui est très performant. Il coche toutes les cases de la performance énergétique, mais au-delà de ça, parce que c'est plus ça, c'est la base. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on s'y sent bien. On s'y sent très très bien. Et aujourd'hui, dans les bâtiments, ce qu'il faut quand même réfléchir, c'est qu'il faut que les gens, et à l'heure du télétravail et tout, il faut faire en sorte que les gens aient envie de venir, envie d'y rester, et créer les conditions de la rencontre, créer les conditions de l'interaction, créer les conditions de l'écoute et tout. Et ce bâtiment, pour plein de raisons, et il faut que vous puissiez venir et tester, il se passe ce genre de choses. Donc c'est un lieu extrêmement ouvert, nous sommes avec des architectes, donc des urbanistes, des promoteurs, et avec un lieu partagé, et il se passe des choses incroyables. Et c'est pour ça qu'il s'appelle zadigacité. Zadigacité, c'est le synonyme de la sérendipité. Donc la gestion créative de l'inattendu. Le fameux, vous savez, hasard heureux. Vous savez, on crée les conditions de cette rencontre. Et bien pour moi, la ville, elle doit être comme zadigacité. La ville doit générer aujourd'hui ça. La ville doit accompagner ces interactions. Le mal de la ville, de nos villes aujourd'hui, c'est que les gens ne se parlent plus, ne se regardent plus. Il n'y a plus. Donc mon boulot à moi, avec Sensité, c'est de générer du mètre carré relationnel.
C'est ça l'enjeu. Il faut que les gens, parce qu'on sait que dès qu'il y a de l'interaction, il y a du bonheur, les gens sont heureux. Donc, dans nos villes, on observe beaucoup de signaux faibles, vous les connaissez, hein, le lien social. Le lien social et donc la santé, il y a un vrai sujet sur la santé. Vous savez que la santé mentale, c'est la première cause nationale en France cette année, mais dans plein de pays du monde. Les gens sont isolés, les gens sont mal. Donc c'est un vrai sujet. Sentiment d'insécurité, évidemment, bon, il y en a d'autres, mais ça, on va dire que c'est les grands signaux faibles. Et puis, après, il y a des pratiques qui émergent, des gens qui ont envie de se réinvestir, et je le vois tous les jours, de se réinvestir aussi l'espace public. Cet espace qui, finalement, est notre lieu à tous, nos lieux à tous, sont des lieux que nous partageons. C'est pour beaucoup la 5e, la 6e pièce de la maison. Hein. C'est là où on descend, on va promener le chien, mais on va aussi faire jouer nos enfants en bas. Donc il faut que ce lieu soit aussi agréable, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ces espaces pour notre bien-être. Et puis, voilà, la connexion avec le vivant. Alors, le vivant au sens large, hein, évidemment, le vivant avec la nature. Mais moi, je prends les choses un peu différemment, avec un regard différent depuis que les écolos sont arrivés, l'exécutif ville et métropole. On nous parle en permanence du vivant, et bien sûr que c'est important. Moi, ce que je retiens, c'est que le sujet, c'est pas d'amener la forêt dans la ville. Le sujet, c'est pas de faire de l'agriculture dans la ville. Bien sûr qu'il le faut, mais pour d'autres raisons. Il faut du maraîchage dans la ville parce que ça recrée des liens entre les gens. On a créé une association qui s'appelle Gaïa, qui permet à des personnes vraiment dans une grande solitude, pour plein de raisons, se reconnectent au monde, reconnectent aux gens en travaillant la terre ensemble. Donc ça a du sens. On n'imagine quand même pas aujourd'hui encore nourrir des quartiers entiers avec la production locale. Non, c'est pas vrai. Laissons l'agriculture à l'extérieur faire le boulot, ils le font bien. Travaillons bien la logistique entre l'extérieur des villes, ça me paraît important. C'est pareil pour les forêts, on parle de forêt urbaine, c'est une insulte à la forêt. Non, on a des endroits qui sont bien, la nature a une place importante, mais encore une fois, elle est là pour amener aussi beaucoup de bien-être au quotidien, de l'ombre, et plein de choses très intéressantes par rapport aux îlots de chaleur. Mais moi, je vais avoir un regard très différent par le prisme du ressenti. Alors, nous avons travaillé sur cet outil. Donc, je me suis adressée à une chercheuse, à des chercheurs, dans un premier temps, en disant, moi, je vous parle d'émotions, de ressenti, de perception. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur perçue. Est-ce que vous pouvez m'aider à travailler un outil scientifique pour mesurer tout cela? Et donc, il y a une chercheuse, Lise Bourdeau-Lepage, qui est très connue, qui travaille beaucoup sur le bien-être en ville depuis des années. Elle travaille beaucoup en France, mais aussi en Afrique. Et elle m'a dit, allez, chiche, on y va. Donc, on a travaillé pendant 1 an avec elle pour travailler ce questionnaire, parce que ce sont des études, des enquêtes terrain, plus de 75 questions. Donc, on s'intéresse au sens. Donc, on va se questionner, vous le verrez après, tous les sens, de l'ouïe à l'odorat, au toucher. Mais aussi, on a ajouté d'autres critères, le critère de la diversité. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir cette diversité en ville, tout type de diversité? Est-ce que ça provoque chez vous de la peur, ou au contraire de l'angoisse, au contraire de l'apaisement, voire de la joie? On verrait que de quartier en quartier, c'est très intéressant. On a un autre aussi critère qui est la proxémie. Je ne sais pas si vous connaissez la proxémie, c'est la capacité à entrer en contact dans le cercle intime d'une autre personne. C'est ce rapport-là très particulier. En fonction des pays, des cultures, on peut avoir une proxémie plus ou moins importante, qui varie énormément. Mais à Lyon, on a commencé à le travailler. On vient de faire le quotient émotionnel de la Guillotière. La proxémie, vous imaginez, les gens adorent à la Guillotière et sont heureux d'être proches des uns des autres. Et ça génère énormément de joie. À la Guillotière également, plus il y a de diversité, plus les gens sont heureux.
Voilà. Ce qui est un petit peu moins le cas dans d'autres quartiers. Mais je vous passe tout de suite cette info sur la Guillotière qui est très contestée. Hein. On sait que le ministre de l'Intérieur est venu à plusieurs reprises et on sait que aujourd'hui, on vient de faire que finalement les gens qui habitent à la Guillotière, ceux qui y habitent, hein, sont plutôt très heureux. Le score, l'indice est plutôt bon. Voilà, alors on va arriver sur des choses très concrètes, comme ça sera plus simple, ça sera plus clair pour vous. Donc le quotient, je l'ai dit, donc on est sur à la fois sur une approche, donc ce qui nous intéresse c'est d'analyser les émotions, les perceptions, et donc de mesurer de manière très quantitative, mais aussi qualitative, le ressenti des usagers. Nous partons de la méthode des quotas. Donc il faut absolument que ça soit représentatif aussi d'une population d'un quartier en particulier. Nous avons, aujourd'hui c'est le début, hein, monsieur, on commence à travailler là-dessus. On a travaillé sur deux quartiers à Lyon. Peut-être on peut passer tout de suite à ça, les quartiers de la Confluence. Oh ben non, on revient quand même en arrière, s'il te plaît, voilà. Alors, donc, je vous explique les étapes. On travaille sur un échantillon donc des enquêtés, donc ça c'est important, c'est la méthode des quotas socio-économiques. Une fois qu'on a notre quota, on enquête, c'est des enquêtes de terrain, des enquêtes entre une demi-heure et 45 minutes, 75 questions. Et puis après, on a une analyse statistique, on a de la data extrêmement intéressante qu'on peut commencer à analyser, et puis on a un score. Alors, le score, pour le moment, il aura vraiment du sens qu'on en aura fait plein, parce qu'à terme, on pourra même labelliser, j'espère, on pourra labelliser un certain nombre de quartiers, même de villes. On aura d'autres scores en face, mais ce sera intéressant d'avoir ce score, cet indice de bien-être extrêmement précis. Vous voyez, là, c'est une échelle de 0 à 100, ça fonctionne avec des étoiles. Tu peux passer la suivante, s'il te plaît. Voilà. Pardon ? Ouais, non, celle d'avant. Voilà, celle-ci. Voilà, bon. Celle-ci, donc, vous avez les indicateurs, une partie des indicateurs, hein, parce qu'en fonction de ce qu'on peut aller un petit peu plus loin, là, on est en train de le mettre en place aussi pour les lieux. Et donc là, on intègre plein d'autres critères aussi extrêmement intéressants. Alors, sur les sons, ça sera plus l'acoustique, les odeurs. Et puis après, vous voyez, une fois que vous avez les résultats, on a un système de radar comme ça, un peu comme une toile d'araignée qui nous permet de voir aussi les éléments de progression. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit ce qui va bien, on voit aussi ce qui va mal, hein, mais on capitalise sur ce qui va bien et on voit qu'on peut intervenir dans des villes et changer assez rapidement l'indice censité en travaillant, en développant ce qui marche bien et ce que les gens apprécient et là où les gens se sentent bien pour faire ressortir assez rapidement des éléments positifs. On l'a vu là récemment sur deux quartiers et c'est assez incroyable. Alors, voilà. Alors, Confluence, on nous a interrogés sur deux quartiers, je ne sais pas si vous connaissez cette pointe de la Confluence. Donc, le secteur champ, qui est là où nous sommes avec Zadiga, alors, nous l'avons réalisé il y a 3 ans, donc il y avait c'était vraiment le début du champ. Et puis, le quartier Sainte-Blandine, quartier historique autour de l'église Sainte-Blandine. Et l'objectif de la SPL, c'était de réfléchir et de voir s'il y avait vraiment une identité de confluencé ou de confluençaise, voir s'il y avait une manière, un moyen de vraiment recréer ce lien, une continuité et de pouvoir parler vraiment d'un quartier Confluence. Donc ça, c'est le score du champ. Donc on arrive à un score de 70 sur 100. Vous voyez que nous avons des éléments qui ressortent. Alors là, on a la marche et le cheminement, et pourtant, on était encore en plein travaux, mais il y a quand même pas mal de travaux, mais c'était plutôt... c'est ressorti de manière assez positive. Ce qui est très étonnant, c'est les éléments naturels, c'est-à-dire que, honnêtement, le champ, il y a 2 ans, on voyait encore pas grand-chose du futur champ, hein.
C'était vraiment le début. Mais ça veut dire que les gens s'étaient déjà complètement approprié l'idée que ce lieu, que cette pointe, ces 5 hectares, allait devenir vraiment une zone verte. Voilà. Alors les sons, pas très bons évidemment, parce qu'en plein chantier, je ne veux pas vous rentrer tout dans le détail, mais en tout cas, nous étions assez étonnés parce que le résultat était plutôt positif. On a interrogé 70 personnes sur le champ. Voilà. Donc, ça, c'est quelques éléments qui ressortent. Les éléments naturels, évidemment, procurent de la joie. Une personne sur 4 ressent du dégoût par les odeurs. Il y avait un vrai sujet de propreté aussi. La proxémie et la diversité, c'est vachement intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du potentiel sur ce quartier aussi à ce niveau-là. C'était extrêmement positif. Par contre, un gros bémol, un sentiment d'insécurité terrible qui perdure aujourd'hui sur cette pointe de la confluence, je peux vous le dire, parce que j'y suis, ça c'est vraiment pas réglé. On a un vrai souci parce que c'est une zone encore en devenir, et comme toutes ces zones qui sont en attente d'un autre projet, donc, entre les prostituées, les dealers, les sans domicile fixe, c'est très compliqué. Voilà. Et c'est toujours le cas. On avertit, le maire du 2e est revenu. Mais bon, voilà, c'est factuel. C'était intéressant de remonter avec toutes ces informations-là à la mairie centrale aussi pour leur montrer. C'est pas juste un fantasme, c'est concret. Voilà ce que les gens ressortent. Les gens ont peur. On parle pas, là c'est encore autre chose. On s'intéresse vraiment au ressenti, et on est beaucoup plus fort quand on arrive à la mairie centrale en disant, regardez, aujourd'hui les femmes, c'était énorme, sur les femmes, c'est 95% des femmes qui circulaient dans ce quartier ont peur le soir. Enfin, c'est complètement dingue à Lyon d'avoir cette problématique-là. Donc voilà, donc on a ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a il y a une identité de quartier, qu'elle est encore évidemment à travailler, qu'on est sur un quartier, tu peux peut-être passer, il y a une manque d'offres commerciales, absolument évidente, ça c'était pas, mais il y a des choses intéressantes à développer, et notamment ce qui marche très fort et qu'on a absolument sous-estimé, c'est la station Mu. C'est ce lieu événementiel, un peu de préfiguration de la zone, qui a vraiment un effet extrêmement positif sur l'ambiance du quartier. Et puis le secteur Sainte-Blandine, évidemment un quartier plus installé, donc là, contrairement à notre quartier du Champ qui est en devenir, là tu peux peut-être passer s'il te plaît Lucie. Voilà, donc là on a un score qui est un peu moins bon. Un vrai souci de propreté, un ressenti, presque une petite, assez étonnant, une petite jalousie par rapport au nouveau quartier, ne sachant plus trop, connaissant plus trop son identité dans cette nouvelle confluence, un peu le délaissé. C'est ressorti de manière très forte. En revanche, un sentiment d'appartenance au quartier assez fort, du bien-être à l'idée d'être reconnu, ça c'est étonnant, le sentiment de reconnaissance dans le quartier est extrêmement fort. Être reconnu, c'est être reconnu par son boucher, dire bonjour à des gens, reconnaître, être reconnu. Voilà, donc on échappe complètement, on n'est plus dans la solitude, mais on se sent extrêmement bien. Voilà, donc la proxémie est ressortie de manière très forte. Par contre, une vraie tristesse, pas suffisamment d'animation. Là, il y aura peut-être un sujet de marché. Ça aboutit sur des solutions, des idées assez concrètes sur l'animation. Peut-être que l'idée, c'est de remettre un marché une deuxième fois, parce qu'on se rend compte que le marché dans une ville, dans un quartier, génère énormément évidemment de vie sociale, d'interaction, et que c'est extrêmement positif. Voilà. Bon, c'est juste pour vous donner quelques idées très concrètes de ce qu'on peut faire. Alors, est-ce que tu peux passer? Oui, tu peux passer, s'il te plaît. Voilà. Merci. Voilà, on a réalisé il y a
très peu de temps, le 30 juin, les premières assises internationales de la ville sensible. Alors, pourquoi ? Parce qu'on voulait réunir toutes les personnes en France et d'ailleurs qui commencent à réfléchir à ce sujet-là. Ils sont nombreux, des anthropologues, des designers urbains, des promoteurs, des gens qui s'intéressent à une approche un peu différente. Ces gens-là sont venus nous présenter des exemples dans le monde de choses qui marchent. Parce qu'on se dit toujours, bon, ok, c'est idéaliste tout ça, mais absolument pas. Absolument pas. Il y a des choses qui fonctionnent très bien. Barcelone travaille beaucoup sur ces sujets-là. Barcelone travaille sur des carrefours vivants. C'est assez dingue. Ils ont transformé tout. Ils ont réalisé, en faisant des enquêtes sensibles, que les personnes qui habitaient à côté de ces carrefours, des grands carrefours de la ville, et notamment, étaient extrêmement angoissées à l'approche de en arrivant autour de ces carrefours. Mais vraiment, ça générait une angoisse très forte parce que certainement liée évidemment à la circulation de voitures, peut-être l'angoisse de se faire écraser, j'en sais rien. Et donc la ville a investi ces carrefours, ils en ont fait des lieux de vie assez étonnamment, avec plein de choses, pour interpeller. Ça peut être de l'art, mais aussi des lieux de rencontre, du mobilier urbain, plein de choses pour calmer les gens. Et le ressenti, ils l'ont mesuré il n'y a pas très longtemps, il y a une baisse de l'angoisse de 50%. Voilà, en faisant des choses absolument mais bêtes, encore une fois, qui ne coûtent pas cher. Voilà, tout ce qu'on propose là, dans la ville sensible, c'est des choses qui ne coûtent rien, qui ne demandent pas forcément de réaménagement terrible. On ne dit pas ça. Ce qu'il faut souvent, c'est de remettre de l'interaction. Plus, vous le disiez tout à l'heure, plus la ville sera dense, plus il faudra générer l'intensifier en termes d'usage. C'est vraiment l'enjeu de nos villes. On peut la densifier, d'ailleurs, des villes denses. C'est une urbaniste qui disait ça, Jane Jacob, dans les années 70 à New York, qui disait surtout arrêter cet étalement urbain, densifier les villes. C'est ça le sujet. Les densifier, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème si on génère, si on met en place les conditions de la rencontre. Voilà. Donc il faut que les lieux soient plus habités. Il faut qu'on génère, on fasse un maximum de choses pour événementialiser les trottoirs, pour que le design actif, vous savez ce que c'est que le design actif, c'est que pour que les gens puissent sortir de chez eux, faire du sport sans aller dans une salle de sport, c'est-à-dire marcher dans la ville, utiliser le mobilier tel qu'il est aujourd'hui pour les personnes âgées, mais pour les plus jeunes, pour remarcher en ville et vraiment et être ensemble et se réapproprier leur ville. Ça marche pas. Donc voilà, on a réuni tous ces gens, on a présenté des projets sur le nord de l'Europe, Barcelone, des projets au Brésil, des projets un peu partout dans le monde, et c'est un grand succès. On a terminé avec un grand banquet. Alors, ce qui était étonnant, c'est qu'on a réussi, pas étonnant, enfin en tout cas moi j'étais quand même assez surprise de réunir autant de promoteurs, et à peu près 27 promoteurs de la place de Lyon qui sont venus réfléchir avec nous à cette ville de demain. Voilà. Et je pense qu'on a un discours qui est très différent. On ne parle pas, on ne culpabilise pas, on est très loin parfois des discours écolos qui parfois sont pénibles parce qu'ils n'apportent pas de vision. On est dans du très concret. On nous parle de vélo, on nous parle d'art, mais on ne nous parle pas de la ville, de cette ville rêvée, de cette ville désirable, cette ville où on va se sentir bien ensemble, parce que le sujet c'est ça, c'est le vivre ensemble. Donc là, on était vraiment on partageait tous cette même vision de cette ville, sans naïveté. Hein. Encore une fois, monsieur, on sait très bien que moi, j'ai des enfants, j'ai plus des ados, mais des grands enfants qui se sont fait agresser à plusieurs reprises dans Lyon. Hein. J'avais interpellé le maire de Lyon à plusieurs reprises sur ce sujet. Je suis tout à fait consciente de ça. Mais je suis aussi consciente qu'il y a des belles choses qui se passent et que capitaliser sur ce qui se passe, ce qui va bien, ça peut être intéressant. Voilà.
Merci Olivia. Eh bien, écoutez, on va mettre fin à ce club Tête d'Or. C'était vraiment très intéressant. C'est mettre à l'échelle d'une ville, finalement, ce que nous, dans notre métier, on constate à l'échelle des biens qui sont vendus. Les gens ne choisissent pas leurs biens pour des questions de raison ou de nombre de chambres, même si, bien sûr, c'est essentiel, mais plutôt parce qu'ils s'y sentent bien, ils ont envie d'y vivre. Ben, vous avez fait l'étude et vous poussez scientifiquement la recherche à l'échelle d'une ville. Et pour nous, c'était très intéressant. J'espère que ça a plu à tous. Et donc, merci à tous de votre présence.